Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro dans toute franchise. Depuis le 22 août 2013, la mission d'observation électorale de l'Union européenne est en Guinée et on les appelle les observateurs de longue durée. Nous voulons bien savoir quelles sont les stratégies et quels sont les mécanismes mis en place par cette mission pour observer les élections prévues pour le 24 septembre prochain. Et pour en parler, nous avons à côté de nous M. Tommaso Caprioglio, c'est bien cela, bonsoir. Très bien, c'est ça, bonsoir. Bienvenue, et merci. Je le disais à l'instant, les observateurs de longue durée, on peut s'imaginer, sont là pour longtemps, mais on peut aussi comprendre que c'est juste après les élections. Oui, bon, alors, merci pour l'opportunité d'être avec vous et informer les téléspectateurs guinéens. Parce que vous savez, pour nous aussi, donner des informations précises sur notre mission, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. La mission est arrivée ici en Guinée, comme vous avez dit, le 22 août dernier. Une équipe d'encadrement de 8 membres est arrivée à la fin du mois d'août, justement pour préparer les terrains pour l'arrivée d'une deuxième vague des observateurs de longue durée que vous avez mentionnés, qui sont au nombre de 24, qui sont arrivés à Conakry le 27 août, donc quelques jours après notre arrivée ici à Conakry. Et on les a formés à Conakry et on les a déployés à partir du 31 août dans les préfectures du pays. Donc, quand je dis une équipe cadre ici à Conakry, où il y a des experts et des analystes dans tous les domaines électoraux, en matière électorale, et des observateurs de longue durée qui sont présents en Guinée depuis les 27, et on les a déployés les 31. 24 observateurs donc pour l'intérieur du pays, et la Guinée compte 33 préfectures. Comment est-ce que vous parvenez au moins à avoir des informations dans toutes les préfectures du pays? Tout à fait. Alors je profite tout d'abord pour vous dire que les 24 observateurs plus nous seront renforcés à partir de demain 18 septembre des autres 30 observateurs de courte durée. Et on a aussi recruté parmi les fonctionnaires de la délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres de l'Union européenne 10 observateurs supplémentaires. Donc notre contingent va être un contingent pour le jour du scrutin de plus de 70 observateurs, je dirais plutôt vers les 80 observateurs. Donc c'est avec ces dispositifs qu'on va observer. Nos équipes qui sont placées dans les préfectures, bien évidemment, sont des équipes mobiles. Donc elles cherchent, découvrir, elles se déplacent 2 jours, sont dans une préfecture, 3 jours, sont dans une autre, ou si vous voulez, où les interlocuteurs, les acteurs politiques nous signalent éventuellement des inquiétudes. Donc c'est pour ça que nous on reste tout à fait flexible. Il est clair, vous imaginez, ça serait l'idéal, pouvoir avoir encore plus des observateurs pour être présents partout. Mais de toute manière, vous savez, nous on cherche avec notre travail de couvrir tous les pays, et comme vous savez, nous on est là pour suivre les processus. Le processus électoral, justement, voilà. Quand on se pose des questions sur le nombre d'observateurs qu'il faut avoir pour pouvoir couvrir les 33 préfectures, il y a bien l'idée de connaître comment est-ce que vous vous positionnez déjà pour le monde rural, parfois l'accès est très difficile. Est-ce que tout ceci, il y a des dispositions qui sont prises pour accéder à ces zones? Je vous remercie pour la question, c'est une question tout à fait pertinente. Vous savez, nous, l'Union européenne, met beaucoup d'efforts pour un déploiement ici en Guinée. Donc, on a la chance d'être bien équipés, justement, pour rejoindre les zones les plus reculées. On sait parfaitement, et souvent on se trouve avec des routes qui sont coupées, on doit renvoyer certains voyages parce que justement les observateurs n'arrivent pas à rejoindre les préfectures au moment où ils le désirent. Mais ça n'empêche pas que nous on arrive quand même à être présents un peu partout, et comme je viens de dire, n'importe quel acteur impliqué dans les processus est toujours le bienvenu pour nous signaler n'importe quel problème. Après, vous savez, évaluer un processus est quelque chose que nécessite du temps.
Donc c'est pour ça que nous on vient beaucoup avant. On n'est pas là justement pour observer seulement le jour du scrutin. Mais justement. On restera aussi après, parce que si la phase post-électorale nous intéresse beaucoup jusqu'à la fin du contentieux et la proclamation des résultats. Donc si on revient justement avec le travail des 24 qui sont déjà déployés sur le terrain, je crois que le travail est fait, nous sommes à une semaine des élections. On peut se dire que la mission d'observation électorale de l'Union européenne a pu faire des constats aujourd'hui. Tout à fait, mais je peux vous dire aussi, pour utiliser, si vous permettez un exemple et pour être plus clair, vous savez, moi je suis italien et vous savez, en Italie on produit du bon vin. Quand tu ouvres une bouteille de vin, tu peux déjà voir avec les premiers verres s'il est de qualité ou non. Donc tu n'es pas obligé de boire toute la bouteille, vous comprenez? Donc je vais dire, il est clair que déjà avec quelques semaines sur le terrain, nous, on se fait des idées, des constats, on fait des analyses. Et c'est pour ça que quand même, la mission qui ne doit pas interférer dans le processus électoral va se prononcer publiquement 2 jours après le scrutin avec une déclaration préliminaire dans laquelle vous allez voir les conclusions préliminaires que la mission fera, et parce qu'on aura aussi vécu avec vous, on aura accompagné avec vous le jour du scrutin. Il est quand même important qu'on sache déjà l'idée que vous faites, si on se réfère au dernier communiqué de presse que vous avez publié, je crois que c'est ce 17 septembre. Aujourd'hui même. Vous demandez à la Commission électorale nationale indépendante de tout mettre en œuvre pour que les acteurs et les citoyens guinéens aient confiance, si vous voulez, à ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Ceci est parti de quoi? Ça, vous savez, ça vient du fait que toute mission d'observation électorale de l'Union européenne, donc pas seulement en Guinée, une chose qu'une mission doit analyser, c'est de manière générale la transparence du processus, évaluer sa crédibilité. Donc une mission a besoin d'avoir tous les éléments pour comprendre et pour faire son analyse. On sait, et on l'a dit de manière claire, qu'il y a eu des difficultés qui ont entouré certaines phases de ce processus, et maintenant on est devant la dernière ligne droite. Donc ce qu'on demande est très simple, on ne demande rien. Nous, j'insiste, on n'est pas là pour interférer dans le processus, mais on pense nécessaire à une semaine du scrutin, appelé la CENI, à vraiment faire un effort supplémentaire des transparences et des communications, justement pour informer tous les acteurs, y inclut la mission. Parce que, vous comprenez, si il y a certaines choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas à la disposition des citoyens, des acteurs, et même d'une manière plus modeste et humble d'une mission d'observation électorale, n'importe laquelle. Donc ce n'est pas quelque chose ce ne sont pas des informations qui doivent être données seulement à l'Union européenne, à tous. Donc ces appels que vous faites, au fait, c'est pour amener la Commission électorale nationale indépendante à travailler de manière transparente. Est-ce que parfois vous êtes reçu par les membres de cette commission? Oui, bien sûr. Qu'ils veillent bien vous comprendre aussi sur votre démarche? Oui, mais écoutez, nous on a une excellente relation avec la CENI, comme on a une excellente relation avec tous les acteurs politiques de ce pays, comme avec la société civile. J'insiste sur ce point parce que là, la mission n'a pas ni le droit ni la volonté de demander quelque chose. On a fait un appel parce qu'on pense, vu le moment délicat dans lequel on se trouve, et surtout parce qu'on se trouve devant la dernière ligne droite, je pense que c'est important que la CENI puisse renforcer sa communication. Et donc, comme vous voyez, vu que maintenant on est en train d'observer, quand vous avez mentionné qu'est-ce qu'ils font les observateurs, par exemple, pour nous maintenant, c'est très important et fondamental suivre la phase délicate de distribution des cartes d'électeurs. Bien évidemment. Et comme vous voyez dans les communiqués, quelques problèmes dans la distribution de ces cartes d'électeurs. Je crois qu'il y a eu des communications, même à travers la capitale et à l'intérieur du pays, on apprend aussi que ça connaît un peu de retard. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez, il est clair, dans ce processus, il faut distribuer 5 millions de cartes. L'élection est dans une semaine. On a vu qu'il y a la grande majorité des préfectures qui a débuté son travail en retard, entre les 15 et les 16,
et 3 préfectures qui ont pu démarrer leurs travaux seulement aujourd'hui, sans avoir encore toutes les données précises concernant les sous-préfectures, les endroits les plus reculés. Donc, si vous voulez... Les préfectures, pour l'information de nos téléspectateurs, oui, c'est Télémélé, Koubia et Mandiana. Exactement. Ce sont les 3 dernières qui ont reçu, selon les informations qui viennent des observateurs, et reçu leur stock de cartes hier, donc la distribution vient juste à peine de démarrer. Donc vous comprenez, c'est pour ça que nous on invite ça c'est pas un travail, disons, de contrôler la distribution, c'est pas un travail qui doit être fait par une mission d'observation électorale, c'est un travail qui appartient aux Guinéens. Donc la CENI doit donner des chiffres précis et les communiquer. Comme ça, tout le monde peut comprendre combien de cartes ont été distribuées, s'il y a des retards, s'il y a des difficultés. Et vous voyez aussi dans les communiqués, on pense qu'il faut souligner la responsabilité aussi des partis politiques, parce qu'ils doivent être présents dans cette phase. Vous savez, si on n'est pas présent, après, on ne peut pas dire... On ne peut pas se plaindre si on n'a pas assisté. Donc ils sont là, même eux, comme observateurs et témoins de cette phase. Que nous... Justement, ces partis politiques ont souligné ces problèmes. Je crois que c'est ce qui les amène même à parler, à lever un peu le ton, à avoir envisagé même des manifestations. Et je crois qu'il y a des rencontres cette semaine dans le pays pour permettre à ce que le différend soit aplani. Tout à fait. Et justement, la distribution des cartes d'électeurs, vous le disiez à l'instant, qu'on est assez de problèmes. Et si jusqu'au 23, tel que la CENI l'a dit, l'essentiel des 5 14 644 électeurs n'a pas ces cartes, vous pensez que le processus peut se tenir très mal? Bah, écoutez, là c'est une question à laquelle j'aimerais vous répondre, mais vraiment c'est très difficile parce que, je répète, ce sont des constats qui doit faire la CENI. C'est la CENI qui doit savoir combien de cartes ont été distribuées et si on a distribué bien les cartes. Les souhaits de notre mission, bien sûr, est d'avoir un processus le plus inclusif possible, c'est-à-dire arriver dans les temps déterminés, la veille du scrutin, donc le 23 septembre, à distribuer toutes les cartes des électeurs, parce que justement, le but est de donner la possibilité à tout citoyen guinéen de voter le 24. Donc, de considération sur la distribution ou un état de lieu qui devra être fait, c'est une décision, j'insiste, qui appartient à la CENI, qui doit être accompagnée, si vous permettez, doit être accompagnée par la présence des partis politiques qui ont la responsabilité de rassurer ces militants, et si vous voulez aussi par nos observateurs qui sont présents un peu partout. Donc on cherche vraiment des doublonnés, donc je vais utiliser un mot intéressant dans ce pays, vraiment pour chercher d'être, voilà, pour être présent, donc doubler, tripler l'effort pour être présent dans toutes les commissions de distribution, faire le maximum donc pour nous informer. Mais j'insiste, cette responsabilité revient à la CENI. Donc maintenant, nous on suit la situation de près. Vous l'avez vu aussi dans les communiqués, nous on est là justement, et c'est, j'imagine, le but de tout le monde, on est là pour voir des élections apaisées, mais qui doivent aussi garantir la crédibilité de ces processus. Donc l'intégrité et la crédibilité de ces processus, si vous voulez, sont les piliers aussi de notre observation ici dans les pays. C'est pour ça, pour répondre à votre première question, qu'on a estimé opportun que la mission puisse communiquer de manière ouverte et transparente à la CENI cet appel, disons, de mettre tout en œuvre au fin que les acteurs politiques et les citoyens guinéens soient vraiment en mesure d'apprécier et évaluer l'intégrité du processus électoral. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr le respect ou non de la date du 24 septembre, parce que lorsque l'opposition projette une manifestation le 19 septembre, c'est pour exiger, par exemple, que le cas de ces doublons ou triplés, comme vous le dites, soit revu, et que
le problème qui agace aussi de ce côté, c'est le redécoupage électoral qui ne s'est pas fait selon l'opposition en sa faveur. Est-ce que vous estimez en tant qu'observateur que ces problèmes sont réels sur le terrain et que s'ils sont réels, il y a une possibilité que la CENI apporte des corrections immédiates avant la fin de cette semaine? Écoutez, encore une fois, décider sur ce point, c'est quelque chose qui ne revient pas à la mission d'observation électorale. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Je vous explique. Nous, on n'est pas des conseillers politiques de la CENI. On n'est pas des conseillers, on est des observateurs. Donc, un observateur accompagne un processus. Mais comme vous avez vu, aujourd'hui, on a estimé important dire quelque chose avant la date des élections. Toute décision qui sera prise par les partis politiques, par la CENI, c'est quelque chose pour laquelle nous, on va prendre note. Mais on n'est pas là, j'insiste, pour conseiller qui que ce soit. On est là pour observer. Et ce qu'on va observer jusqu'à le jour du scrutin et 2 jours après, vous allez le voir d'une manière transparente, comme on a fait aujourd'hui avec ces communiqués, 2 jours après. Donc là, vous savez, nous, on n'est pas là pour cacher rien. Mais aussi, il faut toujours se rappeler quel est notre mandat. Et notre mandat est très clair. On n'est pas là pour interférer dans les processus. On fait bien évidemment les constats de ce qui est en train de se passer. On connaît très bien qu'il y a l'ultimatum de l'opposition pour le 18, donc l'appel éventuel aux manifestations. Mais encore une fois, mon souhait, c'est qu'on puisse vivre des élections, d'accompagner des élections apaisées partout dans les pays. Donc ça, c'est le message que D'accord. je peux Maintenant, donner. au point de vue constat, à travers l'observation que vous avez faite jusque maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire que nous avons enregistré du progrès dans la préparation des élections? Par rapport à quoi? Par rapport notamment à toutes les activités qui étaient inscrites dans le chronogramme. Vous savez, chaque chronogramme présente des difficultés. Il est vrai, il n'y a pas même en Europe, quand on organise des élections, souvent on est confronté à des problèmes. Ça c'est clair. Nulle part, nous on ne vient pas là ni pour donner des leçons, ni pour exporter, disons, des concepts démocratiques qui viennent de l'Europe. Pas du tout. On est là parce qu'on est invité par les gouvernements guinéens et on est invité par la CENI. Donc, on fait des constats et bien sûr, dans nos déclarations qu'on va faire après les scrutins, vous allez voir, on va prendre une position claire sur certains domaines. Donc, on va pour le moment, il n'est pas temps de signer, par exemple, qu'il y a eu du progrès dans le niveau de préparation des élections. Mais vous comprenez, hier, comme vous savez, il y a eu un comité de suivi. Les comités de suivi, comme vous savez, chaque semaine, on fait ici à Conakry. Et la CENI a pris et va prendre, j'imagine aujourd'hui en plénière, va prendre des décisions. Donc nous, ce que fait une mission d'observation électorale, c'est d'attendre l'implémentation de ces décisions, justement pour évaluer, comme vous dites, progrès, pas progrès, ou si la situation reste telle qu'elle. À une semaine des élections, vous comprenez, il y a tellement de décisions qui doivent se prendre que nous, il faut laisser, à mon avis, tout le temps à la CENI de déterminer, parce que hier, ils ont bien entendu la position de la mouvance présidentielle, ils ont entendu la position de l'opposition, et aussi la voix de la communauté internationale. Mais vous savez, nous, même si on est des étrangers, on n'est pas des partenaires. On n'est pas là pour donner, pour répondre encore à votre question, des conseils. On est là pour observer. Donc c'est pas à nous de donner la ligne à suivre. Au contraire. D'accord. Nous venons alors sur la mission qui est la vôtre dans ce processus électoral. On parlait à l'instant de ce qu'a fait maintenant ce groupe de 24 qui a été déployé depuis la fin du mois d'août, le 31 août pour être plus précis. Et vous voulez dire aussi qu'il y a un groupe qui viendra s'augmenter à partir de demain. À partir de demain. Et quel sera le mécanisme de distribution ou de déploiement de ces agents sur le terrain? Absolument. Donc, comme les observateurs de longue durée, les observateurs de courte durée seront formés ici à Conakry.
les 19 et les 20 septembre et ils seront déployés à partir du 21 septembre. Donc ils seront rattachés aux observateurs de longue durée et selon, disons, la distance à couvrir ou la grandeur de la préfecture, on va bien sûr les distribuer de manière conforme et selon des critères que notre méthodologie nous impose, tout à fait en gardant toujours aussi les contraintes logistiques, éventuellement sécuritaires, mais aussi l'intérêt électoral et politique que dans certaines zones du pays, les observateurs de courte durée, ils sont au nombre de combien? 30 plus les 10, 30 plus les 10, comme je viens de vous dire, fonctionnaires et diplomates des États membres de la délégation, plus nous ici comme équipe cadre, donc on sera, je vous dis, entre 70 et 80. Ce n'est pas étonnant, ils sont tous recrutés en Europe. Tout à fait. Tous recrutés en Europe, sauf, comme je dis, les 10 diplomates en poste à Conakry et les fonctionnaires de la délégation qui vont participer à la mission d'observation électorale, justement pour cette phase de courte durée. Donc ils sont tous recrutés en Europe. Okay. Et sur vos installations ici où tout est préparé, quels sont les départements que vous avez ici? Est-ce que vous avez des directions, des sections en ce qui concerne la gestion de ce processus? Oui, vous savez, ici, justement à Conakry, où il y a le quartier général, on a parmi les analystes aussi 2 coordinateurs des observateurs. Leur rôle est très important pour nous parce qu'ils sont vraiment les points de contact de tous les observateurs sur le terrain. Donc, selon la nécessité, bien sûr, nous, on a préparé un plan de déploiement des observateurs, donc c'est déjà quelque chose qu'on a déjà établi, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours rester flexible. Donc, il faut toujours penser que pour une nécessité logistique ou pour répondre à un souci de n'importe quel acteur politique, on pourrait même décider de faire aller les observateurs plus d'un côté, plus de l'autre, ou couvrir plutôt une certaine zone, parce que ça peut s'avérer, comme ça s'avère dans beaucoup de pays dans lesquels on observe qu'il y a une nécessité de la dernière minute. Donc, dans ce sens-là, il faut toujours rester flexible et chercher d'être présent un peu partout. Vous êtes indépendant, vous insistez beaucoup sur ce mot et même de la Commission de l'Union européenne. Tout à fait, aussi de la délégation, qui est présente ici. Tout à fait. Cela voudrait dire que le travail que vous allez faire le sera aussi. À l'intérieur du pays et même au niveau national, vous avez quand même des contacts avec les administrateurs, l'administration locale. Absolument. C'est une partie centrale mais quel genre de l'observation. Vous savez, les gens de contact, pour vous dire, une des premières instructions qu'on a données aux observateurs, comme on fait toujours, c'était de se rendre chez les gouverneurs, parce qu'ici on comprend les rôles très importants du gouverneur. Donc c'est clair qu'immédiatement, la mission a pris contact, ici au niveau des Conakry avec les gouvernements. On a été aussi reçu par Monsieur le Président de la République, on a rencontré tous les ministres. Donc d'un côté, si vous voulez, dans les protocoles d'accord qu'on a signés pour être présent ici en Guinée, il y a un protocole plutôt électoral qui est signé avec la CENI, mais aussi, comme je dis, on a reçu une invitation du gouvernement. C'est pour ça qu'on a des contacts réguliers avec les gouvernements. On s'est déjà rencontrés. Notre chef de mission, par exemple, qui va revenir aussi aujourd'hui à Conakry. Donc ça c'est une autre nouvelle que je profite de vous communiquer. Et on est resté toujours en contact avec les gouvernements, avec les autorités. Et la même chose font les observateurs de long terme à leur niveau. Parce que c'est tout à fait indispensable pour nous parler et rester en communication avec tout le monde. C'est ça qu'on fait et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Le travail des observateurs de l'Union européenne, si vous voulez, pour
élargir un peu le champ de discussion. Oui. En Afrique, on dit le plus souvent, d'ailleurs vous l'avez dit ici, vous ne conseillez pas, vous ne prenez pas de position. Au départ, vous attendez le processus pour vous prononcer. Tout à fait. Et l'essentiel de ce que les gens retiennent, c'est que malgré tout, au soir des élections ou au lendemain, on s'attendra à une communication de nature à désapprécier quelques petits problèmes, mais des problèmes qui n'entacheront pas la crédibilité des élections. Ça, on va voir. Il faut attendre les élections pour le dire. C'est que ce genre de communication est très fréquent dans toutes les missions d'observation qu'on a pu voir travailler dans les pays africains. Oui. Est-ce que vous pensez que les constats que vous faites le plus souvent sinon les rapports reflètent les constats que vous faites et puis tous ces limites-là? Moi je peux parler uniquement pour la mission de la Guinée et je peux vous dire, je peux parler pour les missions dans lesquelles j'ai eu le plaisir de participer en Afrique, qui sont nombreuses. Je peux vous dire que quand j'ai eu le plaisir soit de diriger comme chef observateur adjoint, soit d'être membre de l'équipe cadre, soit d'être un observateur, j'étais toujours satisfait de ce que moi-même en première partie ou les collègues ont dit, parce que nous, je répète, on se base uniquement sur les faits. Après, les considérations ou les réflexions qui font les autres missions d'observation électorale nationale ou internationale, c'est une responsabilité qui regarde seulement eux. Moi, je peux garantir pour l'Union européenne, et ça vous avez ma parole, comme on a fait dans tous les pays, pas d'Afrique, du monde. L'Union européenne a observé déjà dans plus de 100 pays dans le monde entier. Et le principe est très clair. Dire exactement ce que la mission voit. On n'est pas là pour cacher rien, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour faire des constats qui doivent se baser uniquement sur les faits. Et comme on l'a fait dans tous les pays... Même si vous avez été invité par le gouvernement, vous ne prendrez pas part pour le parti au pouvoir, pour aucune raison. Nous, on reste toujours au milieu. On observe et on dit la vérité. Et c'est ça qu'on va dire. On va faire, je répète, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour observer de manière professionnelle. Et comme je viens de vous dire, pour observer de manière professionnelle, il faut observer tous les processus électoraux et pas s'y limiter seulement à être ici pour le jour du scrutin. Le jour du scrutin est le plat de résistance d'un processus. Et le processus est composé de plusieurs mets, de plusieurs plats qui font partie d'un menu complexe qui s'appelle processus électoral. Donc il faut s'asseoir à la table avec l'hors d'œuvre et terminer avec les desserts. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse de certains observateurs, bon, quand je parle d'observateurs, peut-être pas d'observateurs de processus électoraux, mais qui estiment que c'est pas facile d'avoir un processus électoral parfait? Oui, mais tout à fait, mais comme je dis tout à l'heure, nous on n'est pas là pour donner des leçons, ni pour imaginer qu'en Guinée, comme dans les autres pays, il faut avoir un processus parfait. Il faut avoir un processus crédible, il faut avoir un processus qui puisse respecter certains critères. Vous savez, la Guinée est signataire des traités, la Guinée est signataire des normes, elle doit respecter certaines normes internationales auxquelles elle-même elle a décidé d'adhérer. Donc, qu'est-ce que fait une mission d'observation électorale de l'Union européenne? Elle se base justement sur ces normes et obligations nationales, régionales et internationales pour évaluer si, dans tous les domaines de l'observation, ces critères ont été respectés ou non. C'est très simple que ça. Donc nous, si vous voulez, on a avec notre expérience, on sait exactement dans quel domaine, si certains critères, comme je dis, des normes internationales que la Guinée a signées, sont respectés ou non. Et sur ça, on base notre analyse. Et sur ça, on va se prononcer. On ne se base pas sur des critères pour dire oui, les scrutins doivent être parfaits à tout prix. Non. Pas du tout. Ça n'existe pas un scrutin parfait. Ni en Europe, ni en Guinée, ni à un autre endroit du monde. J'insiste, il faut se baser sur des critères certains
Et dans notre cas, on a des critères méthodologiques qui nous aident aussi à arriver aux conclusions que vous allez voir 2 jours après les scrutins. Vous travaillez aussi avec les lois du pays. Tout à fait, c'est indispensable. On a aussi une analyste juridique qui est ici, qui est des nationalités grecques, qui passe sa journée en train d'étudier tous les cadres juridiques guinéens. Et elle nous informe quand il y a, par exemple, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on est en train d'analyser sur le plan juridique, quelles sont les dispositions que la Guinée offre. Tout d'abord, notre référence au-delà de ces normes et obligations internationales, c'est la Constitution guinéenne. La Constitution guinéenne. Tout à fait, c'est notre base de départ. La Constitution guinéenne et le code électoral, et si vous voulez, toutes les circulaires et dispositions y afférentes qui sont faites par la CENI. Si vous voulez, ça c'est notre base de travail légal et juridique qui va nous permettre de comprendre exactement si par exemple une disposition du code électoral est respectée ou non. Et ça va nous aider à comprendre et à prendre position sur certaines choses, notamment... Et c'est ce qui vous a mené dans ce communiqué à invoquer l'article 34 du code électoral en parlant de la distribution des cartes d'électeurs qui serait confiée dans certaines zones aux responsables de quartier ou de district. Vous avez déjà répondu à ma place. Au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres instruments au plan national qui vous servent de base, au-delà bien sûr de ce que vous venez de dire? Tout instrument est important. Et je ne vous cache pas qu'à mon avis, l'instrument le plus important pour nous, c'est donner un espace à tout le monde. Est-ce que par exemple, vous vous intéressez aussi aux différentes publications de la presse Tout à fait. Sur le processus électoral? Oui, la presse aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, pas seulement parce qu'on doit avoir et on aime avoir de très bonnes relations avec la presse, mais aussi on observe qu'est-ce que fait la presse. Donc, on a ici une analyste que vous connaissez déjà, qui s'appelle Silvia, de la nationalité espagnole, qui vraiment a une équipe qui est ici pour monitorer l'évolution et l'environnement médiatique guinéen. Donc vraiment, on a pris, on observe et on monitore certaines radios, les journaux, les chaînes de la télé, justement pour voir aussi, pendant la période des campagnes électorales, quel est le temps, par exemple, que est donné à certains partis, à la mouvance, à l'opposition, et même sur ça, on va se prononcer de manière publique. Mais comprenez, c'est un processus qui nécessite du temps, donc c'est une analyse que Sylvia est en train de faire, qui fait tous les jours avec ses moniteurs, qui sont des Guinéens, donc des journalistes guinéens et des moniteurs guinéens, et avec eux, on va arriver à certaines conclusions, même sur le plan médiatique. Donc, pas seulement garder des relations de communication avec la presse, mais aussi analyser le comportement et l'environnement médiatique de la presse elle-même. Quel genre de relations vous pouvez bien avoir avec les organisations de la société civile du pays? Je vous remercie pour la question. C'est une question très importante parce que pour nous, la collaboration et partager les informations avec les observateurs locaux et les observateurs internationaux est quelque chose de tout à fait crucial pour nous. Nous, on cherche d'organiser toutes les semaines des réunions avec les observateurs locaux et aussi avec les missions internationales qui sont déjà présentes ici en Guinée. Et aussi, on a des relations avec la société civile guinéenne parce qu'il ne faut pas oublier que donner un espace à tout le monde, ça peut toujours nous aider dans notre analyse. Donc, disons, partager les informations avec les collègues observateurs est tout à fait crucial et c'est quelque chose qu'on néglige jamais parce qu'on comprend vraiment l'importance de tout cela. Donc, on se voit régulièrement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Tommaso Capello. Je vous remercie. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est terminé au compte de cette émission. On se reprend la prochaine fois avec un autre invité.